c'est une longue tradition qui remonte pratiquement à l'époque d'Ignace. Et donc on va balayer, on va essayer de voir le contexte scientifique de cette époque-là. On ira voir les premiers compagnons jésuites qui s'investissaient en sciences au collège romain à Rome, évidemment, là, collège romain. Et puis on s'attardera un tout petit peu quand même sur la querelle avec Galilée, parce qu'ils ont eu un rôle relativement important, et puis Galilée a toujours pensé que c'était à cause des jésuites qu'il avait été condamné. Alors il faut bien assumer, donc on va voir ça. Après, ma foi, on fera un petit tour en Chine, parce que dès le 17e, 18e, ils ont promu les sciences auprès de l'empereur, des empereurs, et ont eu un rôle important dans la relation entre la Chine et l'Occident. Et puis, enfin, en dernière partie, on fera un tout petit excursus sur Teilhard. Dans certains domaines, moi je ne suis pas spécialiste, donc je m'appuierai sur quoi? Sur un petit ouvrage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, là, de François Heuvet, qui a la chaire de Pierre Teilhard-Chardin au Centre Sèvres, qui s'intitule Mathématiques, astronomie, biologie et soins des âmes, les jésuites et la science. Bon. Donc je m'appuierai un peu là-dessus. Pour ce qui est de Galilée, il y a deux ouvrages qui m'ont toujours, que j'ai relus plusieurs fois, vous allez savoir. Un livre que je vous conseille parce que à la fois il y a tous les éléments techniques et en même temps, comme c'est fait par Arthur Koestler, donc un romancier aussi, mais qui était scientifique de formation, il y a aussi il traite des personnages, quoi. Et je crois que les caractères des personnes dans l'histoire ont toujours une grande place. Et puis un ouvrage qui a fait date, qui a bousculé un peu les manières de penser la question galiléenne, c'est Galilée hérétique de Pietro Redondi. Assez érudit, mais apportant un élément important, c'est-à-dire qu'il est tombé sur une lettre de dénonciation de Galilée au Saint-Office qui a remis en chantier un peu les perspectives de ce procès. Voilà. Donc, et puis pour la partie Teilhard scientifique, je ne ferai que l'évoquer parce que je ne suis pas géologue, je ne suis pas paléontologue, et donc j'utiliserai une partie quelques images du PowerPoint de quelqu'un qui a fait une très très belle conférence en 2016 là, dans un cycle Teilhard qu'on avait organisé à la Louvain, et qui est un chercheur spécialiste des sols, Pierre Roger. Hein. Donc voilà, je vous dis un peu mes emprunts aussi assez clairement. Alors, on va commencer. Vous entendez bien, Martin? Est-ce que tout le monde m'entend? Au fond à droite, on dit bof. Parce que tu es trop là-bas. Il faudrait que tu sois plus par ici. Je vais me mettre peut-être là, mais il faut que j'arrive à lire aussi en même temps. Tu lis là? Ah, ouais, peut-être. C'est ça la vie de compagnon, on s'entraîne un peu. Oui. Grégoire m'a déjà bien aidé pour l'installation. Bon, voilà. Donc, de Clavius à Pierre Teilhard-Chardin. Peut-être que le Teilhard-Chardin est assez connu ici, puisqu'il y a une salle de labo, je crois, au 4e étage, là au dernier étage, qui s'appelle Pierre Teilhard-Chardin. Même si tous les élèves ne semblent pas la connaître. Bon. Et puis Clavius, par contre, Clavius est peut-être un inconnu pour beaucoup, mais on verra ça. Alors, Alors le contexte scientifique. Vous savez que Ignace de Loyola, dont le portrait est sur beaucoup de murs, ses dates, c'est 1491, 31 juillet 1556. Il est contemporain, c'est la 92, c'est la découverte de l'Amérique, mais il est contemporain de quelqu'un qui est célèbre et qui est Copernic. Copernic, astronome. Voilà. Qui, lui, ses dates, c'est 1473, 1543,
vous voyez qu'il est un peu antérieur à Ignace, mais que ça se recouvre assez largement. Donc on est bien dans une période où les sciences sont en train de muter. Alors, un petit détour quand même par Nicolas Copernic. Il était chanoine. Et il faut savoir que sa théorie copernicienne, sa révolution copernicienne, ne sera mise à l'index que 73 ans après sa mort. Ça, c'est pas toujours su. Et que, alors, en quoi il partait d'où? Il partait de Ptolémée. Alors, je trouve que ces deux petites animations que vous allez voir là sont très parlantes et très faciles à comprendre. Si vous mettez en bleu la Terre au centre et le Soleil qui tourne autour, et puis vous mettez Mars, eh bien, depuis la Terre, on a l'impression que Mars fait, vous voyez, une espèce de marguerite comme ça, et on comprendrait tout à fait pourquoi. Hein? Vous voyez, puisque Mars tourne autour du Soleil, et que là, etc. Donc ça vous fait... Alors du coup, comment il faisait? Pour expliquer ces mouvements-là, depuis Ptolémée, on faisait une grande horlogerie, mais étonnante, hein, quand Copernic a commencé, je crois qu'il y avait 36 rouages pour décrire les planètes autour du Soleil. 36 roues, parce qu'on mettait un rouage, parce que ce qui était parfait, c'était le cercle. Hein. Voilà. Et puis il fallait ainsi possible un mouvement uniforme. C'était Aristote, Platon, tout ça. Et donc on mettait un cercle déférent, ensuite on mettait un épicycle, un petit trou qui se déplaçait sur la grande roue plus ou moins rapidement, et sur la petite roue qui tournait plus ou moins rapidement et qui se déplaçait sur le grand cercle, il y avait la planète. Vous voyez? Alors avec un système de rouage comme ça, on essayait de rendre compte du mouvement et de la trajectoire des planètes. Alors que Copernic, eh bien, se dit pour sauver Aristote, c'est un révolutionnaire dont la révolution se fonde sur la tradition. C'est-à-dire qu'il voulait sauver Aristote, c'est-à-dire que vous voyez, du côté de Ptolémée, il y a des choses qui ne sont pas normales. Quand vous regardez Mars qui se promène, vous voyez, Mars recule, avance, il y a le mouvement rétrograde des planètes. Ça, ce n'est pas conforme à Aristote, on doit avoir un mouvement uniforme. Voilà. Et donc, il se dit, si jamais je mettais le Soleil au centre, avec la Terre autour en bleu, ben là, ça va beaucoup simplifier les affaires. Et donc, il prend cette hypothèse-là, mais il reste dans les cercles. Hein. C'est-à-dire qu'il voulait simplifier, mais au fil des années dans sa vie, malgré l'aide d'un très bon mathématicien, eh bien, il va finir par avoir, si on fait le décompte exact des roues, il en aura 46, encore un peu plus. Pourquoi? Parce que de toute façon, le mouvement des planètes, c'est pas sur des cycles et des épicycles, c'est sur des ellipses. Donc si jamais vous voulez affiner un peu les choses, il faut rajouter une petite roue par-ci, une petite roue par-là, et vous n'y arriverez jamais, parce que de toute façon, le principe de base est mauvais. Bon. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été encouragé par les plus hautes instances de la hiérarchie catholique. C'est pas toujours su, ça. Ben, je sais pas, moi j'ai découvert. Bon. J'ai été très étonné, parce que dans l'opinion, on apprend toujours que Copernic a été condamné par l'Église, etc. Eh bien, alors, des années durant, son ami Tiedemann Giese l'encourage à publier. Et puis, en 1512, il fait partie de la commission du 5e Concile du Latran pour la réforme du calendrier grégorien, mais il n'ose pas y aller. Il avait écrit un commentariolus, un commentaire, là, manuscrit, qui avait été recopié, qui s'était diffusé, un peu comme les gaz, là. Beaucoup de gens, finalement, l'avaient lu, il avait une renommée, mais lui, évidemment, il avait peur des moqueries, quoi, quand même. Hein. Voilà. Et il n'y est pas allé. Il avait fait ses études, enfin, si on rentre dans le détail, il avait fait ses études à Padoue, mais des études très générales, aussi bien médecine, toutes les sciences de l'époque, en bon humaniste. Et puis, en 1535, là, c'est quand même quelque chose d'encore plus marquant, le cardinal Nicolas Schoenberg l'invite par lettre à faire connaître ses découvertes au monde entier. Et il ne le fera pas. Mais quand même, en 1543, Copernic, c'est-à-dire au moment de sa mort, hein,
Copernic insère la lettre en tête de son ouvrage De Revolutionibus. Mais il est sur son lit de mort. Et c'est Rheticus, qui aura, le mathématicien dont je parlais tout à l'heure, que j'évoquais, qui finira les calculs et tout ça. Voilà. Alors pourquoi le système? On sait aussi qu'il y a un astronome autrichien qui est allé présenter dans les jardins du Vatican la théorie copernicienne et que ça a été très apprécié. Pourquoi? On le sait parce qu'on lui a offert un livre, un beau livre, en remerciement de sa prestation, où c'est marqué un remerciement pour la présentation des théories du sieur Copernicus. Voilà. Voilà. Alors pourquoi le système héliocentrique plaisait-il à la hiérarchie catholique? Mais ben, dans le système de Ptolémée, la Terre est au centre. Hein. On dit toujours que Copernic a délogé la Terre du centre. Elle est au centre, peut-être, mais elle est tout en bas. Elle est tout en bas avec ce système-là, dans la représentation. Hein. Voilà. Et mettre le Soleil au centre, ben, au fond, c'est le Soleil, source de la lumière, image de Dieu. Mettre Dieu au centre, au fond, ben, c'est plutôt normal. Enfin, voilà. Des gens comme Kepler, alors, après, successeur, alors lui va carrément prendre ces métaphores théologiques pour être convaincu de l'héliocentrisme et du reste. Alors, et puis c'était faire flotter la Terre légère dans le ciel. Parce qu'autrement dit, c'était peut-être déloger la Terre du centre, mais en bas, mais c'était surtout la faire participer du divin. Les astres, c'est le divin, hein. Ignace pleurait doucement le soir sur la terrasse à Rome, là, en contemplant les étoiles. Bon, voilà. Et le ciel, lieu de la perfection, tout ça. Eh bien, c'était lancer la terre dans le ciel. Quand vous lisez ce qu'ils écrivent, les fondateurs de cette révolution, là, c'était une valorisation de la terre pour eux. Voilà. Alors, vous avez, dans ce contexte-là, ben, ma foi, vous avez... J'en ai mis 4 grands hein, qui sont assez connus, c'est-à-dire Copernic, Kepler, alors qui vient nettement après, hein, qui est contemporain de Galilée, et entre les deux, entre Copernic, Kepler, Galilée, il y a Tycho Brahe, qui est peut-être pas très connu, mais qui a une importance considérable dans ces affaires-là. Et puis on pourrait peut-être rajouter, justement, un dénommé Clavius, jésuite, qui était mathématicien au collège romain entre 1578 et 1612, voilà où il est mort. Alors, on va aller voir maintenant, on a vu un tout petit aperçu sur Copernic, un petit aperçu sur Tycho Brahe, un personnage truculent, qui avait un faux nez parce que dans un duel, il avait pris un coup d'épée qui lui avait tranché le nez. Donc il avait une prothèse que de temps en temps il l'enlevait, il mettait un peu d'onguent, il remettait le nez. Vous voyez, bon. Ce qui est marquant, c'est que de plusieurs choses. D'une part, en 1572, il observe une supernova dans Cassiopée. Il peut donc y avoir des altérations dans le ciel. Il est encore très jeune, il est enfant, et ça le marque. Et il se dit, le ciel n'est pas immuable, il y a des événements, il y a du neuf qui peut survenir dans le ciel. Et je ne vous raconte pas l'histoire, mais son père ayant sauvé le roi de Suède ou de Hollande, il en meurt. Bon, donc le fiston est doté assez largement, il fait partie d'une famille noble, et Frédéric II lui fait construire sur une île près de Copenhague un observatoire absolument étonnant. Hein. Vous avez ici Copenhague et puis vous avez l'île de Mven où il fait installer ici un observatoire dont on a quelques gravures, et avec des instruments extrêmement perfectionnés et de grande taille. Là, vous avez un sextant qu'il avait, qui faisait 1,70 m de rayon. Et avec ça, des graduations qui lui permettaient donc de positionner les astres à quelques minutes près, alors qu'avant, avec une demi-seconde, avec 30 minutes, on était bon. Donc,
un appareillage très, très sophistiqué. Bon, je passe les détails. Alors, il fait systématiquement des observations. C'est le premier à faire, mettons, sur Mars, des observations systématiques, jour après jour ou semaine après semaine. Alors qu'avant, comme on était sur l'idée que tout marchait selon des cercles, pour définir un cercle, vous avez 3 points. Alors s'il y a des épicycles, vous rajoutez 1 ou 2 points pour essayer de comprendre. Mais tandis que lui, carrément, il prend comme méthode de faire des observations systématiques d'une planète de semaine en semaine. Et de graver ça sur une planisphère en bronze. Et pendant, il a relevé plus d'un millier d'observations précises comme cela. Alors, il connaissait le système de Copernic. Et lui, qu'est-ce qu'il propose? Alors Copernic, hein, voilà, on met le Soleil au centre, hein, avec un repère, le Soleil au centre. Alors, le système de Tycho Brahe. Le système de Tycho Brahe, qu'est-ce qu'il est? Ben, c'est celui-là. Si vous regardez bien, il n'y a pas de grosse différence. Hein? Il n'y a même aucune différence. Si ce n'est qu'il prend comme repère la Terre. Il prend comme repère la Terre. C'est-à-dire que c'est un changement d'axe, c'est un changement de repère. À la limite, quand on lance une fusée, on prend toujours comme base Kourou, hein, comme centre voilà. Et bien voilà, donc il garde la Terre au centre. Alors pourquoi il garde la Terre au centre? Ben parce que c'est un observateur. On pourrait presque dire ça. Et c'est pas un mystique. Hein. Quand on voit sa vie, c'est pas un mystique. Hein. Il a été chassé de... Vous voyez, il a ce système-là. Il a été chassé de l'île de Mveng, renvoyé par le roi en 1597, car il maltraitait ses sujets. Il avait aussi une bonne table, avec un nain sous la table qui filait des morceaux, voilà, et il maltraitait ses sujets. Bon. Et il part outré de cette offense, et il trouve à s'embaucher auprès de Rodolphe II, empereur d'Autriche, en 1599. Voilà, il arrive avec toute la smala, avec sa cour et tout ça, et comme c'est un noble, il est très bien accueilli, avec une rente importante, et il peut continuer ses travaux. Seulement, il est un peu à la fin de sa vie, et il a beaucoup d'observations, mais il sent bien qu'il n'arrive pas à sortir une équation correcte, c'est-à-dire qu'en fait, il est toujours dans les cycles et les épicycles. Hein. Malgré toutes ces observations, ces pointages-là, c'est pas le tout d'avoir des relevés. Il faut savoir comment on traite les informations après, quoi. Et alors ça, c'est la Providence. Il rencontre Kepler le 4 février 1600. Kepler arrive à Prague pour des raisons encore très diverses. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il ne pouvait pas rester à tel endroit. Il y avait des guerres de religion, il y avait différentes choses. Bref, il rencontre Kepler le 4 février 1600 et il meurt en 1601. Mais pendant cet intervalle de temps, Kepler, lui, a tout de suite perçu l'intérêt des observations. Il est un peu myope, hein, Kepler. Les observations de Tycho Brahe, et quand il meurt, je fais bref, hein, quand il meurt, il subtilise, parce qu'il y avait le gendre de Tycho Brahe qui voulait récupérer l'héritage, il subtilise les données sur Mars. Et Mars était la planète qui posait le plus de problèmes à ce moment-là. Voilà. Et donc il subtilise les données de Mars. Pour finir, on peut dire que, évidemment, à Prague, si vous visitez le Clémentinum, la bibliothèque, très belle bibliothèque, absolument splendide, eh bien, il y a une tour juste à côté et on vous présente les différents systèmes, les différentes représentations du monde. Et bien sûr, vous avez le système de Tycho Brahe. Ça fait partie des gloires. Alors, donc voilà un peu le contexte. On peut dire que dès les débuts de la compagnie, dès qu'elle se développe à Rome, eh bien, l'ordre des jésuites montre un grand intérêt pour les sciences.
au XVIIe et XVIIIe siècle, la moitié des ecclésiastiques, séculiers comme réguliers, engagés dans le domaine des sciences étaient jésuites. Alors qu'en pourcentage parmi les religieux, la compagnie ne faisait pas la moitié, quoi. Donc il y avait vraiment un investissement assez fort du côté des jésuites. Alors, je pense, moi, qu'il y avait quand même une affinité entre la spiritualité ignatienne et les sciences. Je me risque un peu. Hein. Pourquoi? Eh bien parce que la spiritualité ignatienne est fondée sur l'expérience. Vous connaissez la vie d'Ignace. Il ne s'est pas converti, je ne sais pas, à cause d'un repentir moral. Non, il a fait une expérience intérieure. C'est-à-dire que, contemplant, vous savez, connaissez les alternances, tantôt, quand il était blessé avec sa jambe cassée, la fracture ouverte, bon, il a failli en crever, enfin bon. Et il avait pour s'occuper soit les projets de briller à la cour en épousant telle dame qui était plus que duchesse, soit eh bien, de lire la vie des saints et l'imitation de Jésus-Christ. Il n'y avait que 2 livres dans le château, c'était ceux-là, la vie des saints. Et alors il s'enthousiasmait dans les 2 cas, mais il s'est aperçu un jour, ses yeux s'ouvrirent, dit-il, et il s'est aperçu que quand il pensait aller pieds nus en mangeant de l'herbe, bon, à Jérusalem, il était heureux. Et il le restait, alors même qu'il n'y pensait plus. C'est-à-dire que le retentissement de cette perspective d'aller mettre ses pas dans les pas du Christ, parce que derrière l'herbe et les pieds nus, c'est surtout d'aller mettre ses pas dans les pas du Christ au plus près. Eh bien ça crée un retentissement en lui qui lui apportait un dynamisme. Inversement, quand il pensait briller à la cour, une fois qu'il avait fini de s'enthousiasmer, c'était la déprime. Donc au point de départ, il y a une expérience. Ce n'est pas une question morale, ce n'est pas une question idéologique, c'est une expérience intérieure. Et je crois que ça peut être voilà, une affinité avec l'expérience. L'importance de l'expérience en science, on ne raisonne pas à partir de catégories a priori, on raisonne à partir de l'expérience aussi, évidemment en relation avec des théories diverses. La deuxième chose, c'est que je crois que la spiritualité ignatienne est centrée sur l'incarnation. C'est une contemplation, les exercices, hein, à partir de la 2e semaine, 3e semaine, 4e semaine, c'est la contemplation du Christ incarné. Et c'est pas partir dans les nuages. Si vous regardez justement la journée sur la contemplation, eh bien le matin, alors là évidemment, on est plutôt dans le ciel, très haut, on regarde la terre, des personnes de la Trinité qui regardent la terre avec les différents peuples de différentes couleurs, des uns qui pleurent, les autres qui sont heureux, enfin, etc. Voilà. Et on se dit, la Trinité se dit, comment sauver Donc on part de quelque chose de très général. Et puis après, il y a l'Annonciation, il y a la naissance de Jésus, et vous terminez la journée en approfondissant l'incarnation, le mystère de l'incarnation, en étant dans la paille, le crottin, en sentant l'auteur qu'il y a dans cette écurie, en voyant ce qui s'y passe, en touchant, voilà, en sentant... Vous voyez, la fin de la méditation, d'une journée de méditation dans les exercices, c'est ce qu'on appelle l'application des sens. Voir, entendre, toucher, sentir, voilà, enfin, je ne sais plus... bref. Donc c'est assez étonnant, alors que dans d'autres spiritualités, que je ne nommerai pas, j'ai un de mes bons amis qui avait fait un titre, la prière ne s'arrête pas aux images et tout ça, bon, bref, il s'agit de rejoindre le transcendant directement. Chez Ignace, on trouve le transcendant, on est délogé de ces représentations du transcendant en étant attentif au réel le plus concret. Étonnant ça. Sa pédagogie, ben, la pédagogie ignatienne, bon ici vous devez la connaître, hein, eh bien elle est héritée en partie du modus parisiensis, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une problématique de la lectio, de la disputatio, c'est-à-dire qu'on confronte les idées, on regarde avec les arguments pour, les arguments contre, etc. Donc, et ça, je crois que ça peut donner une certaine affinité avec les sciences, mais notamment l'incarnation, hein, c'est clair. Voilà. Alors, dans ce contexte-là, eh bien, il y a Christophorus Clavius, c'est un jésuite allemand, mais qui rapidement rentre dans la compagnie, qui devient professeur de mathématiques au collège romain.
le collège romain, la compagnie se développe très vite à Rome, et elle construit le collège romain, qui est un bâtiment très imposant. Et lui, Clavius, eh bien vraiment c'est un mathématicien qui s'implique totalement dans sa discipline, et il rédige en 1574 une traduction latine des éléments d'Euclide qui sera lue par Tycho Brahe, qui sera lue par Descartes, par Leibniz, par beaucoup de monde à cette époque-là, avec quelques compléments qu'il apportait à Euclide. Et puis en 1579, eh bien, on lui demande de réformer le calendrier grégorien. Vous savez qu'il y avait un décalage important dans le calendrier qui fait qu'on disait qu'à la Sainte-Luce, les jours grandissent du saut d'une puce, sachant que la Sainte-Luce, c'est avant le solstice d'hiver. Ça ne marche plus, quoi, parce que le dicton est resté, mais on n'y est plus. Bon. Et alors, il travaille sur ce calendrier, et ses travaux débouchent sur la promulgation en 1592 par pape Grégoire XIII du calendrier grégorien. Voilà. C'est toujours en application aujourd'hui, avec un système d'année bissextile, bien sûr, pour rattraper. Puis tous les 400 ans aussi, on enlève une journée parce qu'on a anticipé un peu. Bon, mais ça, on ne le voit pas tout le temps. Bon, alors, et Thérèse d'Avila, alors, la date de promulgation, moi, ça m'a toujours amusé. Ce qui fait que Thérèse d'Avila est morte dans la nuit du 4 octobre, elle a été enterrée le lendemain, le 16. Voilà. Entre les deux, on avait changé le calendrier. Voilà. Alors, Clavius, il promeut l'enseignement des mathématiques au collège romain et dans tous les collèges de la compagnie. Hein? Il est soucieux de former de bons mathématiciens. Il faut que le professeur de mathématiques puisse prendre part aux disputes philosophiques. Parce que lui, il dit, moi j'entends des discours, mais ça ne marche pas, c'est même pas conforme à la physique. Parce que déjà, entre mathématiques et physique, il y avait des liens qui se développaient fortement à cette époque-là. Bon. Donc pour cela, il faut que les étudiants, il va même jusqu'à dire, il faut que les étudiants jésuites qui ont quelques capacités, eh bien, ils puissent avoir une formation spéciale en mathématiques et qu'on les débarrasse de l'enseignement de la grammaire et de tout ça. Vous voyez? Bon. Et les mathématiques ne doivent plus, alors en plus il promeut sa discipline, il dit dans l'enseignement classique, il ne faut plus que les mathématiques occupent la 3e place, il faut la mettre à la 2e place, avant même la métaphysique et la physique. Alors, la reine étant bien sûr la théologie. Hein, voilà. Alors, puisque les études, alors il s'explique, puisque les disciplines mathématiques traitent de choses que l'on considère indépendamment de toute matière sensible, bien qu'elles soient en réalité plongées dans la matière, ça, voilà, hein, on commence à penser que la matière et les maths, ça va ensemble, hein. On voit maintenant qu'elles tiennent une place intermédiaire entre la métaphysique et la science de la nature, la physique, si nous considérons leur objet. Voilà. Et la géométrie lui apparaît comme le fondement de la mathématique, c'est elle qui permet de déchiffrer l'univers. Bref, il dit, cet immense ouvrage de Dieu et de la nature, le monde, dis-je, dans sa totalité, c'est la tâche et le bienfait de la géométrie que de le soumettre au regard de notre esprit et de l'offrir à notre contemplation. Donc c'est grâce aux maths que l'on peut contempler correctement la nature et l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, alors ça préfigure un peu Galilée, on va voir le credo de Galilée tout à l'heure. Donc, il écrit aussi un livre d'algèbre, il fut le premier à utiliser le point décimal, donc des choses assez pratiques, on va dire, hein, c'est pas révolutionnaire, et il introduit aussi les premiers symboles des inconnus, x, y, et puis il fait un traité de méthodologique pour résoudre des équations à plusieurs inconnus. Voilà. Mais, pour autant, il est adversaire du système de Copernic, qu'il avait lu minutieusement, au point de relever quelques erreurs de calcul. Parce que vous voyez, c'était un sacré bazar d'horlogerie, hein, tout ça. Hein. Bon. Et ben, il y avait des erreurs de calcul. Et il ajoute, hein, Copernic emploie des hypothèses déraisonnables et absurdes
pour pas dire irréfléchi, en affirmant que le Soleil est immobile au centre du monde. Et il attend des arguments qui soient vraiment probants. Hein. Il, évidemment, étant jésuite aussi, ben, il s'appuie sur les Écritures, notamment des passages assez classiques, où il est dit que pour que Josué gagne telle bataille contre, je ne sais plus si c'est les Philistins ou quoi, Dieu a arrêté le soleil pour qu'il puisse terminer sa boucherie dans la journée. Bon, voilà. Bon. Alors, donc on a vu rapidement, on a vu un peu Clavius, et puis on va voir Galilée. Alors Galilée, 1564-1642, né à Pise, c'est sa maison natale, voilà. Et les jésuites auront une place importante dans les disputes qui auront lieu à Rome entre les tenants de Galilée et puis les tenants de Ptolémée, en tout cas, ou de Tycho Brahe plus exactement, parce que au fond, le système le plus raisonnable, c'était quand même Tycho Brahe. Bon, je pense que je vais le dire plus tout à l'heure, mais je peux quand même vous poser la question, vous qui on baigne dans la science depuis tout petit. Enfin, il est bien évident que ceux qui pensent que le Soleil tourne autour de la Terre, c'est des demeurés. Bon, est-ce que vous avez une preuve, quelle preuve que c'est bien la Terre qui tourne et non pas le Soleil? Est-ce que vous avez une preuve que c'est la Terre qui tourne? Tangible? Le pendule de Foucault. Le pendule de Foucault. Ah oui, quelle date? Pendule de Foucault. 1840 ou 50. C'est-à-dire qu'on n'aura pas de preuve physique tangible avant longtemps. Et puis, sur le plan du bon sens, vous voyez, Tycho Brahe, c'est le meilleur observateur qu'on ait eu. Hein. C'est un type extraordinaire avec des instruments. Il ne faisait pas tourner la Terre. Pourquoi? À quelle vitesse on se déplace autour du Soleil? Je ne sais même plus là. Si, ça me revient. À quelle vitesse on se déplace autour du Soleil? 107 000 km/h ou 110 000 km/h. Vous voyez, en gros, parce que ça varie un peu, évidemment, selon les voies de Kepler. Bon. Donc, est-ce que vous imaginez qu'en ce moment, là, vous êtes en train de vous balader à 110 000 km/h, là, et la Terre sur elle-même, c'est quelle vitesse? En plus, la rotation, là. 1000. Plus de 1000. Chez nous. Chez vous, à Bordeaux, ouais, d'accord. Bon. À l'équateur, ça fait 1600, je ne sais plus combien ça fait. Ouais. Voilà. Et donc, on peut se dire, mais tout ça, si ça tourne à cette vitesse, ça explose, c'est pas possible, quoi. Enfin, puis on se déplace, on sent rien. On sent rien. Enfin, moi, je sens rien. Alors, et donc, vous voyez, il y avait quand même, et puis en plus, il y avait des arguments aussi, assez fort, c'est-à-dire que quel que soit le point de la planète, on ne voyait pas ou le moment de la saison, je veux dire, il n'y avait pas de parallaxe avec les étoiles. Les étoiles étaient toujours le même angle, que ce soit l'hiver, bien sûr, elles se déplaçaient, mais il y avait le mouvement nictéméral, mais il n'y avait pas de variation d'angle. Bon, alors, comment faire? On ne savait pas qu'elles étaient aussi loin que ça, et que du coup, le petit cercle de la Terre n'avait pas d'influence pour mesurer l'angle de telle étoile, quoi. Bon, donc, voilà, hein. Imaginez que c'est la Terre qui tourne, ben, il fallait un mystique. Voilà. Alors, Galilée commence... oui, Galilée, il rencontre Clavius. C'est intéressant, c'est-à-dire que il est très jeune, hein, il a 23 ans, et il rencontre Clavius. Et voilà, la rencontre a dû les marquer l'un et l'autre, parce que quelques années après, l'année suivante, je veux dire, en 88, Galilée écrit à Clavius, et Clavius lui répond immédiatement. Il paraît que ce n'était pas son habitude, il essaie toujours de traîner. Donc il avait dû repérer que le bonhomme était intelligent et que ça valait la peine de lui répondre. Voilà. Mais la correspondance va s'interrompre pendant pas mal de temps et ne reprendra que 16 ans plus tard. Alors Galilée commence à enseigner en 1589,
Certains se demandent si c'est d'ailleurs pas grâce à une intervention de Clavius qu'il a obtenu un poste d'enseignant à Pise. Et puis Galilée commence à enseigner, et il enseigne quoi? Les éléments d'Euclide et la sphère de Sacrobosco, c'est les trucs de base de l'époque, hein, et les manuscrits de ses cours montrent qu'en fait il a pas mal puisé dans les cours du collège romain. Donc il y a eu une proximité et puis une influence entre les deux. Alors Galilée, ben, il est connu pourquoi? Pour utiliser une lunette astronomique et avec ça faire des découvertes qu'on n'avait pas encore faites jusque-là. Là, il invite le Doge de Venise depuis le sommet je sais plus comment on appelle ça, le Campanile, là, bon, à regarder, ben, ma foi, les bateaux qui approchent de Venise. Et ça, c'était très important pour le Doge, parce que si on pouvait prévoir l'arrivée des ennemis un peu plus tôt, ça permettait de s'organiser. Et donc, il obtient, grâce à ça, parce qu'il avait une lunette qu'il avait perfectionnée, c'est pas lui qui a inventé la lunette, hein, et il obtient donc du Doge une rente assez confortable, qui valait 1000 fois le prix de la lunette. Hein, donc, et il est nommé mathématicien Padoue, quelque chose comme ça. Et en 1610, il y a une première publication importante, hein, c'est le Messager astral, ou céleste, comme vous voulez. Et grâce avec sa nouvelle lunette astronomique, il observe quoi? Il en parle dans cet ouvrage. Il observe la surface de la Lune, la Voie lactée et 4 planètes autour de Jupiter. Voilà le Messager astral. Et puis il observe donc Jupiter. Là, c'est des photos qui sont certainement bien meilleures que ce qu'il voyait dans sa lunette, hein, parce que voilà la lunette de l'opticien hollandais Hans Lippershey, qu'il avait un peu perfectionné, et tout le monde n'arrivait pas à voir les planètes, parce qu'il y avait des lunettes, elles étaient vraiment mauvaises, et donc voilà, donc c'était pas tous les coups que ça réussissait à voir ce qu'il avait vu. Bon. Galilée, ben, en tout cas, il observe que sur la Lune, il y a des montagnes, donc ce qui est dans le ciel ressemble à la Terre, hein, ça c'est important. Moi j'ai été au Tchad, certains ne croyaient pas qu'on pouvait mettre le pied sur la Lune, hein, ça je vous promets, bon, en 70. Voilà, et il fait un relevé un peu des positions des satellites, enfin, il appelle ça des planètes, hein, c'est Kepler qui va donner le nom de satellite à la Lune et au reste. Voilà, et il fait un petit relevé comme ça. Voilà. Et puis autre chose, mais là c'est pas forcément dans cet ouvrage. J'ai mis la photo là, mais enfin bref. Eh bien, il observe que Vénus a des phases. Pardon. Que Vénus a des phases, comme la Lune. Ce qui veut dire que si elle a des phases comme la Lune, ça veut dire qu'elle tourne peut-être autour du Soleil et non pas autour de la Terre, si c'était... voilà. Et puis, le dernier point, oui, j'avais dit la Voie lactée, c'est-à-dire grâce à la lunette, il observe qu'il y a beaucoup plus d'étoiles que ce qu'on voit à l'œil nu. Et donc, il y a un infini qui s'ouvre. Mais le plus important, évidemment, là-dedans, ça a été les satellites de Jupiter. Pourquoi? Parce que c'était les premières choses qu'on pouvait voir ne pas tourner autour de la Terre. Vous voyez? Dans le système de Ptolémée, tout tourne autour de la Terre. Mais dans le système copernicien, tout tourne autour du Soleil. Ça voudrait dire que la Terre et la Lune ont un mouvement composé qui tourne autour du Soleil. Et là, on voit une planète Jupiter qui pourrait ressembler à la Terre et qui a des satellites et qui manifestement tourne autour du Soleil. Donc ça, c'est un argument de cohérence très fort qui lui fait pencher pour le système copernicien. Vous voyez? Voilà. Alors en 1610, Clavius écrit à Galilée pour lui donner son soutien. Dans un premier temps, il avait été sceptique parce que la lunette qu'on lui avait passée n'était pas très bonne. Il n'avait pas bien vu. On lui a passé un autre, ou je ne sais plus si c'est les jésuites qui ont perfectionné la lunette.
Et là, ils ont pu tous constater qu'il y avait bien des satellites. Et donc, Clavius écrit à Galilée pour lui donner son soutien quand l'ouvrage, là, le messager astral. Et puis, du coup, le 30 mars 1611, dès son arrivée à Rome, il est reçu au Collège romain. Il a un entretien avec Clavius et tout ça. Et en mai, il a une séance solennelle organisée en son honneur. Et le savant jésuite hollandais Odon, alors je ne sais pas bien prononcer, Van Meelcott, eh bien, prononce son éloge. Donc vous voyez, c'est une mise en valeur de Galilée dans ce collège romain qui était un peu le bateau de proue des jésuites fer de lance de l'Église à ce moment-là, à Rome. Et le cardinal jésuite Robert Bellarmin se range à l'avis de ses collègues du collège romain. Bellarmin, c'est celui qui va instruire la mise à l'index de Copernic. Voilà. Mais c'était un type qui se renseignait bien et tout. Voilà. En 1616, eh bien oui, il y a des restrictions qui sont imposées à Galilée. Et le De Revolutionibus de Copernic n'est plus autorisé qu'avec quelques amendements. Il faut dire que c'est des hypothèses, bien clairement, et non pas des choses prouvées. Alors pourquoi il y a subitement une restriction? C'est que Galilée, qui fait partie de l'Académie des Lyncei, l'Académie des lynx, qui ont un œil de lynx, eh bien, ma foi, il aussi dit, d'accord, peut-être c'est pas très conforme ce qu'on voit là, avec ce que dit le livre des rois ou avec le livre de Josué, mais il faut bien, à ce moment-là, il faut interpréter la Bible autrement. Donc il rentre dans le terrain exégétique et biblique, la chasse gardée des théologiens. Et tout le monde lui disait, non, tu dis ce que tu veux en science, mais tu ne vas pas sur ce terrain-là et tout. Mais il était poussé par le courant progressiste de l'Église, par des cardinaux divers qui eux, trouvaient que c'était intéressant de remettre en chantier quelques affaires. Et il y va gaiement, et résultat, eh bien, il se fait épingler. En tout cas, on regarde de plus près, parce qu'il y en a qui vont à Rome et qui disent, attendez, il a dit ça, c'est un hérétique, c'est pas possible, etc. Vous voyez, il y a des traditionalistes, on va dire, je sais pas bien, qui, ma foi, se dévouent pour le bien de l'Église, évidemment, pour aller sauver l'affaire et la lecture de la Bible, quoi. Bon. Alors, il s'appuie, Galilée, sur Augustin. Augustin, qui est un homme qui n'a eu de cesse de comprendre pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, il a cette formule: Dieu, dans la Sainte Écriture, a parlé par les hommes à la manière des hommes. En disant, pour que Dieu puisse être compris dans un peuple qui n'était pas encore très développé, il fallait qu'il utilise les images et la façon de penser de ce peuple, donc ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc, Galilée disait que quand même s'appuyer sur Augustin, c'était une bonne référence. Voilà. Mais le problème, c'est qu'Augustin avait aussi écrit d'autres choses, notamment il avait écrit un De Genesi ad litteram entre 401 et 416, où là, ma foi, quand on regarde bien le texte, il s'y prend avec précaution, en disant, il se pose la question, tout doit-il être exclusivement entendu en un sens figuré, ou faut-il aussi revendiquer et défendre l'authenticité des faits? Vous voyez, mais il propose une alternative en oui, non, 0, 1, voilà. Bon. Alors il dit, maintenant, le Seigneur a permis qu'en regardant et en considérant ces textes de plus près, j'estime, non sans raison me semble-t-il, que je puis aussi montrer qu'ils ont été écrits au sens propre, non au sens allégorique. Et il parlait des textes, des récits de création de la Genèse. Bon. Alors il attaque par le verset 1, et Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Et quand vous regardez comment il se débrouille avec ça, il dit, il n'y avait pas encore le soleil, puisque c'est le 4e jour, le soleil, après les légumes et les salades, c'est le 4e jour. Bon. Et alors, il dit, il n'y avait pas encore le soleil, mais quelle est la véritable lumière?
qui vient dans ce monde et qui est préexistant, c'est le Christ. Donc vous voyez que dès qu'il veut appliquer son principe, il part dans l'allégorie. C'est incroyable, mais c'est comme ça, et il continue. Alors et quand il arrive sur Genèse 2.3, Adam et Ève, l'arbre interdit, tout ça, ça va mieux quand même. Bon. Mais au début, c'est incroyable. Bon, voilà, Augustin. Alors, Galilée s'appuie là-dessus. Pour le moment, nous contentant d'observer une pieuse réserve, il exprime une prudence, nous devons, sur ce sujet obscur, ne rien croire à la légère, dans la crainte que, plus tard, nous ne rejetions, par amour de notre erreur, ce que la vérité pourrait nous découvrir, qui ne serait point contraire au saint livre de l'Ancien et du Nouveau Testament. Voilà, il cite Augustin, il l'utilise comme ça, en disant, bon ben là-dessus, il faut être très prudent, évidemment. Il ne connaissait pas Origène, c'est dommage, hein, parce que, alors Origène aurait pu quand même les aider, mais Origène, c'est un père de l'Église, mais côté grec, Orient. Et Origène, lui, c'est le second siècle, le troisième siècle, hein, à cheval. Quel est l'homme de sens qui croira jamais que le premier, le second et le troisième jour, le soir et le matin, purent avoir lieu sans soleil, sans lune, etc. Voilà. Qui serait assez stupide pour s'imaginer que Dieu a planté un arbre de vie tombant sous le sens? Et il continue, etc. Il n'y a personne, je suppose, pour douter que certains mystères ne soient indiqués figurément dans ces récits sous le voile d'une histoire apparente qui ne s'est jamais matériellement réalisée. Origène. Bref. À quoi bon en dire davantage lorsque chacun, s'il n'est dénué de sens, peut facilement relever une multitude de choses semblables que l'Écriture raconte comme si elles étaient réellement arrivées et qui, à les prendre textuellement, n'ont guère eu de réalité. Origène. Alors il dit, c'est pas pour autant que l'Écriture dit des bêtises. Ce qu'il faut, c'est observer, il y a les 3 sens ou 4 sens de l'Écriture d'après Origène. Il faut voir ce qu'elles veulent dire et le symbole à travers les symboles qu'elles utilisent. Voilà. Bon, en tout cas, Galilée se défend des accusations qui sont portées contre lui auprès de son sponsor, qui est la duchesse Christine de Lorraine, qui avait épousé, je ne sais plus quel race italien. Là. Bon. Bref, alors Bellarmine, lui, personnage clé dans cette mise à l'index de Copernic, dit, eh bien, évidemment, on est juste après le concile on est à quelques dizaines d'années du concile de Trente, qui s'est situé en contre-réforme par rapport à Luther. Hein. Et donc, il dit, il faut prendre au sérieux les Écritures. Bon, la théorie de Copernic et de Galilée, elle est intéressante, mais tant qu'on n'a pas des preuves un peu fortes, on ne va pas se presser pour réinterpréter l'Écriture. Vous voyez? Alors, on a un texte qui le dit très précisément, ça. Il dit, jusqu'à présent, on ne m'a pas fourni de preuves. Et le problème de Galilée, il était là. C'est qu'il n'avait pas de preuves. On va voir ça. Alors ensuite, les choses, par des bricoles, mais bon, se sont un peu envenimées dans les relations qui étaient très bonnes entre Galilée et les jésuites. Notamment à propos des taches du soleil. Le père Scheiner, là, qui était un astronome jésuite, avait observé qu'il y avait des taches sur le soleil. Un jour où il y avait de la brume, en regardant avec la lunette, il voit qu'il y avait des taches sur le soleil qui bougeaient, qui se déplaçaient. Il n'était pas le seul au même moment à découvrir ces taches. Il y en a eu plusieurs. Et Galilée, lui, dit carrément, attendez, moi il y a longtemps que je les ai vus. D'ailleurs, j'en ai parlé à la duchesse Christine. Ah oui, mais lui qui était extrêmement soucieux de protéger ses découvertes, qu'il sortait, disait, voilà, je vais vous annoncer quelque chose, il sortait un anagramme, vous savez, long comme ça, là. Bon, alors tout le monde disait, qu'est-ce qu'il va nous sortir? Enfin, on voyait bien qu'il était très chatouilleux sur la priorité de ses découvertes. Et bien là, il n'avait rien dit. Et on peut se demander s'il avait vu quelque chose. Bon, bref. Toujours est-il que donc les autres, ils n'ont pas bien encaissé, qu'ils s'accordent une priorité comme ça
dans une découverte. Voilà. Alors que vous savez, quelqu'un comme Kepler, alors qui est un type extraordinaire, lui, il dit, ah, ben ça c'est intéressant. Ben moi j'avais cru que c'était Mercure qui passait devant le Soleil. Non, non, c'était une tache du Soleil. Voilà. Bon. La modestie de Kepler est extraordinaire. Bon. Et le génie. Voilà. Les taches du Soleil. Et puis il y a aussi les comètes, avec alors, un personnage qui est très important dans cette querelle, un jésuite, Horatio Grassi. Horatio Grassi, qui, ma foi, en 1618, observe le passage de 3 comètes qui relance la polémique sur l'incorruptibilité des cieux. Et en 1619, il publie un petit opuscule, et il défend le point de vue de Tycho Brahe, qui s'était déjà prononcé sur une planète de 1577, sur les trajectoires elliptiques des comètes, et leur situation au-delà du Soleil à peu près 30 fois la distance Terre-Lune, dit-il. 6 fois la distance Terre-Lune. Donc, il prend cette position-là. Et puis, Galilée riposte et dit pas du tout. C'est un phénomène optique sublunaire. Comme on voit briller la Lune à la tombée de la nuit, qui se reflète sur une couche d'atmosphère, et puis ça se déplace en même temps, enfin bref. Voilà. Donc il prend un point de vue assez opposé, et il ridiculise Horatio Grassi. Horatio Grassi répond avec un traité où il évoque aussi les questions théologiques de Galilée, donc ça devient un peu embarrassant, enfin bref. Et Galilée va, encouragé par le cardinal Barberini, qui va devenir Urbain VIII, le pape, qui était son ami, et qui fait soutenu par l'Académie des Lynx, eh bien, il publie Il Saggiatore, ou l'Essayeur. Et là, il ridiculise assez publiquement Horatio Grassi. Pourquoi? Parce qu'Horatio Grassi, donc, s'appuie sur des bonnes observations de Tycho Brahe, hein, mais il avait une intuition en disant, si ça devient lumineux, c'est que c'est à cause de sa grande vitesse de déplacement, il y a un frottement dans les terres et ça chauffe l'astre et il devient lumineux. Une intuition qui n'est pas si idiote par certains côtés, voilà, mais il avait le malheur de prendre comme exemple une légende où on disait que les femmes perses, pour faire cuire leurs œufs, les faisaient tourner dans une fronde. Vous voyez, et que la vitesse de d'échauffement entre l'œuf et l'air faisait cuire les œufs. Et Galilée a une belle démonstration qui est très célèbre et qui dit, quand on raisonne en science, on essaye de voir les différents paramètres. Bon, des œufs, on en a, des frondes, on en a, des hommes costauds, qu'on en a. Si avec tout ça, ça ne bouge pas, ça ne fait rien, c'est le dernier paramètre qui compte, donc c'est le caractère persan, qui fait que ça cuit dans un cas et que ça ne cuit pas dans l'autre. Bon. Bref, avec ça n'a pas plu à Horatio Grassi. Ah oui, c'est ça, Horatio Grassi. Voilà. Et Horatio Grassi publie un livre là, sous un anagramme, hein, voilà, sur la balance astronomique et philosophique en 1619, où là il est un petit peu perfide donc à l'égard de Galilée sur des questions qui ne sont pas uniquement physiques. Voilà. Et puis en 1920, eh bien malgré tout, Galilée reste tout à fait en odeur de sainteté dans les milieux romains. Il fait paraître, il y a des différentes choses qui paraissent, qui font l'éloge de Galilée. Et puis, eh bien, ma foi, le 6 août 1623, le cardinal ami Barberini est élu pape Urbain VIII. Hein. Et d'ailleurs, Galilée va dédier son ouvrage au pape. Hein. Voilà. En 1623. Voilà, il Saggiatore. Alors, le credo de Galilée, il est intéressant. Le credo de Galilée, c'est la philosophie est écrite dans cet immense livre qui se tient toujours ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. Mais on ne peut le comprendre que si on s'applique d'abord à en comprendre la langue.
et à connaître les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit dans la langue mathématique, et ces caractères sont les triangles, les cercles et autres figures géométriques, sans les moyens duquel il est humainement impossible d'en comprendre un mot. Sans eux, c'est une errance vaine dans un labyrinthe obscur. L'essayeur. Voilà. Il Saggiatore. Donc, vous voyez, quelque chose d'assez formidable au point de vue pensée. Voilà. Et Kepler partagera bien sûr ce point de vue, c'était évident. Si bien que, ça veut dire quoi? C'est qu'on a deux livres de révélation, tous les deux venant de Dieu. On a le livre de la nature et on a la Bible. Selon le livre de la Bible, pas toujours facile à comprendre, parce qu'il a été écrit dans le langage des peuples, la langue barbare. Bref. Tandis que le livre de la nature, c'est avec de la géométrie. Donc, dans cette période de troubles interreligieux, eh bien on a quelque chose de ferme. Et si jamais il y a un conflit entre les deux livres, il est bien évident que c'est le livre de la nature qu'il faut choisir. Parce que lui, il est décrit en langue mathématique, qui est la langue de Dieu d'ailleurs. Hein, donc, là-dessus, il n'y a pas de souci. Et Kepler dira que les astronomes et les scientifiques sont les prêtres capables de déchiffrer ce livre de la nature. Donc, vous voyez qu'il il y a forcément des rivalités de pouvoir, là. Hein, puisqu'il y a, au fond, deux livres et deux hiérarchies. Bon, peut-être qu'aujourd'hui on est mieux situé, c'est-à-dire qu'on sait que le livre, il y a des caractères, il y a des pages, mais il n'est pas forcément écrit. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on découvre? Ça, c'est pas écrit. Ouh, 1 heure de passé, c'est pas vrai. Alors, d'accord, très bien. Bon, il va falloir activer. Alors, ensuite, eh bien, ma foi, il y a Galilée qui écrit son dialogue sur les deux systèmes du monde, un ouvrage évidemment clé en 32, mais vous voyez, des deux systèmes du monde, des deux, c'est-à-dire qu'il oublie Tycho Brahe généreusement, ce qui lui évite d'avoir à réfléchir pourquoi Tycho Brahe, alors que géométriquement, les phases de la Lune, tout ce que vous voulez, ça marche très bien avec Tycho Brahe. Eh bien, il prend deux... Alors, il écrit, et il y a 3 personnages, il faut que j'aille vite. Et la première journée, qui discute pendant 4 jours, première journée, on discute sur l'organisation de l'univers. La deuxième journée, on réfute les arguments d'Aristote. C'est le problème de la philosophie d'Aristote qui était toujours présente et qui servait dans la théologie énormément. Vous savez que le Concile de Trente s'appuie sur la philosophie d'Aristote, notamment pour le dogme de l'Eucharistie, puisqu'on parle de substance, on parle d'accident, on parle de transsubstantiation. Et Galilée, lui, était atomiste. Bon, et puis, 3e journée, il évoque la structure de l'univers et reprend l'ordre des planètes de l'univers de Copernic. Et 4e journée, il propose une preuve, sa botte secrète, qui est la théorie des marées. Alors, la théorie des marées, pour lui, eh bien, c'est que vous avez la Terre qui tourne autour du Soleil, vous avez la Terre qui tourne sur elle-même. Donc d'un côté, le mouvement de translation s'oppose à la vitesse de rotation, enfin un mouvement relatif, et dans l'autre, il s'additionne. Donc la mer, tantôt elle est accélérée, tantôt elle est décélérée. C'était ça sa botte secrète. Donc il voulait dire qu'il y avait une marée par jour, normalement. Alors à Venise, on ne voyait pas ça. Il dit ça, c'est pour des raisons secondaires. Bon, voilà. Bon. Mais la plupart des gens savaient que c'était faux. Et que ça contredisait en plus les principes d'inertie que lui-même avait développés sur la physique du solide. Hein. C'est-à-dire que lui, il avait dit, quand vous avez un navire qui se translate à une vitesse uniforme, que du sommet du mât on laisse tomber un caillou, eh bien, ma foi, le caillou, lui, il va descendre en ayant toujours la même vitesse, c'est-à-dire qu'il va arriver au pied du mât. Vous voyez? Et dans l'inertie de rotation, c'est pareil. Enfin, bon, bref. Donc, ça ne marchait pas. Mais ça vous dit bien une chose, c'est qu'il n'avait pas de preuve. Et il en cherchait une désespérément. Son histoire des marées, il avait 10 ans avant, déjà il creusait ça et tout. Mais voilà. Bon, donc, voilà. Au bout du compte, il y a un procès très célèbre
1633, et vous savez qu'on a forcé à Galilée à se rétracter. Pietro Redondi émet une hypothèse. Il dit c'est vraisemblablement son ami, entre guillemets, jésuite Horacio Grassi, qui a écrit au Saint-Office une lettre de dénonciation de Galilée concernant l'Eucharistie, puisqu'il est atomiste, il ne peut pas accepter la formulation du Concile de Trente, et donc il est hérétique. Et il dit, il y a des fortes chances pour que le pape, qui était son ami, lui ait fait un procès de façade pour lui éviter un procès sur une question théologique, où là, il risquait d'aller tout droit au bûcher. Et quand on regarde les 3 juges d'instruction qui instruisent son procès, on a 2 spécialistes de l'Eucharistie et un jésuite inconnu, un peu ignorant, qui était en position de faiblesse et qui était géocentrique. Donc on a laissé porter l'accusation sur le géocentrisme, on lui a imposé de se rétracter et on a évité un procès en théologie. Est-ce que cette thèse, qu'il argumente minutieusement, Horacio Grassi, aussitôt après le procès, est interdit d'enseignement, il est envoyé à Gênes, interdit de conférences, etc. Quand Barberini meurt, il revient à Rome, et il finit le collège, la chapelle du collège romain. Enfin, vous voyez, bon, il y a quelques corrélations qui peuvent... voilà. Bon. Alors, il faut que j'aille vite. Kepler, Kepler, je passe. C'est le type génial. C'est-à-dire, c'est lui qui nous a sorti des cycles et des épicycles en se battant avec les observations de Tycho Brahe et qui sort ces 3 lois de Kepler, notamment la loi des balais qui est bien connue. Là. Vous savez que la surface balayée par une planète dans un laps de temps reste toujours, la surface reste toujours la même. C'est-à-dire quand elle est loin, elle va doucement, mais le rayon est grand, et quand elle est près, elle va très vite, et le rayon est court. Donc au bout du compte, les surfaces balayées sont les mêmes. Bon, mais il y a les 3 lois. Et son credo est très intéressant. Ainsi Dieu lui-même, trop bon pour demeurer oisif, commença à jouer au jeu des signatures, signant son image sur le monde. La symbolique. C'est lui qui va penser qu'il y a entre le soleil et la terre, il y a une attraction. Comme il y a une attraction entre le Père et le Fils grâce à l'Esprit Saint. Voilà. Bon. Et c'est lui qui va donner la première bonne explication des marées. Il va envoyer son livre à Galilée. Galilée dira, ça c'est des élucubrations d'astrologues. Voilà. Bon. Et il va garder son système. Voilà. Alors, et je me risque à penser que toute la nature et la beauté des cieux sont symbolisées dans l'art de géométrie. Or, Dieu, le Créateur, en jouant, apprit le jeu à sa créature, qu'il créa à son image, lui enseigna le jeu même qu'il jouait. Ça, c'est le credo de toute cette époque-là, c'est-à-dire qu'étant donné que l'homme est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, il doit pouvoir comprendre ce que Dieu a fait, logique, et donc plus il comprend les lois de la nature, plus ça confirme qu'il est bien fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, jusqu'à Galilée inclus, toute découverte scientifique confortait la foi chrétienne. Bon, bref. Voilà, ils avaient tous ce credo-là. Voilà. Le conflit, il était sur l'interprétation des Écritures. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Ma foi que curieusement, sur le plan physique, l'Église disait c'est une hypothèse, elle avait plutôt raison, parce que la preuve fournie par Galilée était mauvaise. Sur le plan des Écritures, Galilée avait plutôt raison, et l'Église ne l'acceptait pas. Bon, bref, voilà. Et chacun aurait peut-être pu... mais enfin, il y a les questions de caractère, bon, je passe. En tout cas, ce qui est clair, c'est que l'Église exerçait un totalitarisme intellectuel sous la menace de mort avec l'Inquisition et tout ça, et que ça, c'est ça qui a tout perverti, on pourrait dire. Voilà. Après, là, du coup, après l'affaire Galilée, doucement, ça ne s'est pas fait en un seul jour, mais chaque fois qu'on trouvait une nouvelle équation, une nouvelle loi, une meilleure compréhension, c'était contre l'Église qui avait condamné Galilée, qui avait raison, et donc c'était contre le Dieu de l'Église. Vous voyez, par transitivité. Et donc, on a fini par opposer la science et la foi. Alors que dans une foi chrétienne, ça devrait être l'inverse. Bon, bref. Et alors, les jésuites en Chine, je vous invite peut-être, puisque le temps passe, à aller voir une conférence que Thierry Ménard
je crois qu'il est bordelais, en tout cas, qui est un compagnon jésuite, là, qui enseigne, qui est professeur à l'université de Canton. Il a fait sa thèse sur la philosophie chinoise, mais il enseigne la philosophie occidentale à l'université chinoise de Canton. Voilà, et il a fait cet été à La Louvet 2 conférences, dont une sur les jésuites en Chine, qui était très intéressante, avec, vous voyez, une nouvelle méthode d'évangélisation par la culture et par la science là-bas. Et il y avait un contrat avec l'empereur, hein, les élites et l'empereur, qui était que les jésuites fournissaient la science occidentale et notamment permettaient de corriger le calendrier. Et vous savez que c'était très important pour un empereur, parce que si un empereur se gourait dans la compréhension du ciel, le lieu de la perfection, ça veut dire que lui, il n'était pas parfait, quoi. Et donc, s'il pouvait faire des prédictions bien meilleures, à ce moment-là, ça assurait son pouvoir. Et donc, le contrat qu'il y avait avec les jésuites, tout à fait explicite, hein, c'est vous nous fournissez votre science et nous, on vous donne le droit de proposer l'évangile. Voilà. Alors, là, il y a eu une inculturation avec Ricci, avec différents jésuites, hein. Voilà, reconnue par les empereurs. Là, vous avez la tombe de Ricci donnée par l'empereur Wanli, je ne sais pas bien prononcer. Hein. Non. Voilà, et puis vous aviez les mathématiciens. Alors, il y avait un accord avec le roi aussi de France qui envoyait du monde. Là, c'est des mathématiciens jésuites. Et on voit leur tombe en Chine, là. Voilà. Et puis l'astronomie, là-bas, était très développée. Ben voilà, un jésuite qui avait édité un ouvrage où on voit le laboratoire astronomique, l'observatoire qui avait été construit à Pékin, Tianjin, je pense, je ne sais plus bien où. Voilà, hein, l'observatoire de Pékin, selon Jean-Baptiste Duhalde, qui est un jésuite. Voilà. Aujourd'hui encore, on trouve des restes de cet observatoire qui sont conservés précieusement par les Chinois, avec 2 grandes figures, notamment Adam Schall et puis Ferdinand Ferbist, qui ont travaillé assez sérieusement, puis qui étaient un peu inventifs, hein, puisqu'ils ont fait la première automobile, mais c'était un jouet, 70 cm de longueur, mais il n'y avait personne dessus, mais c'était quand même automobile. Voilà. Machine à vapeur et une cartographie, évidemment, ça intéresse les empereurs, ça, tout ça. Hein. Voilà. Architecture aussi, ça intéresse les empereurs. Donc, ils ont travaillé dans et pour les institutions chinoises, qui a permis une tolérance envers le christianisme dans les provinces, acceptation eux, ils ont accepté les normes culturelles chinoises, ils s'habillaient à la chinoise. Voilà. Bon. Alors, on arrive à Teilhard. Non, mais les jésuites et la science, il n'y a pas que Teilhard, même si j'aime bien Teilhard, quand même. Bon. Alors, je vous donne, sur le plan scientifique strictement, parce que Teilhard il y a une œuvre, on va dire, philosophique qui fait un certain nombre de volumes, mais son œuvre scientifique qui n'est pas connue est aussi importante. Hein. Alors, Pierre Roger avait fait un travail considérable parce qu'à la fin de sa carrière, il évaluait ses collègues du CNRS à partir de leurs publications et tout ça. Donc, il a pu évaluer Teilhard avec les mêmes méthodes. Bon. Et il a fait le relevé de toutes les publications dans 4 domaines, parce qu'à l'époque, les domaines étaient un peu connexes, c'est-à-dire la géologie, la paléontologie, l'anthropologie, et puis des choses diverses. Voilà. Et il dit, c'est incroyable de voir la quantité d'articles scientifiques que Teilhard a pu rédiger, notamment dans les années 37-39, par là, avant la guerre de 40. Quoi. Pendant la guerre, évidemment, ils étaient enfermés, on pourrait dire, à Pékin. Là, ils étaient un peu prisonniers. Quoi. Bon, voilà. Et il a travaillé avec des partenaires, alors 143 articles pour lesquels il est le seul auteur, 58 écrits avec des co-auteurs, 12 articles dans lesquels il n'est pas le premier auteur. Voilà. Et puis des recherches géologiques. Alors cet été à La Louvet, on avait invité un spécialiste de la géologie chinoise et qui nous a montré comment les travaux de Teilhard servaient toujours. C'est incroyable, sachant qu'il avait
il dit, grâce aux multiples expéditions dont j'ai eu l'honneur de faire partie en Extrême-Orient, la chance m'a été donnée de pouvoir faire moi-même, petit a, une coupe géologique complète allant d'est en ouest, de l'extrémité du Shantung aux confins de Pamir, et B, une autre section nord-sud, presque aussi complète, descendant de la Mandchourie jusqu'en bordure de l'Indochine. Vous vous rendez compte les distances là, que ça représente? Il a parcouru tout ça avec sa mule, ou avec la croisière jaune aussi. Hein. Il a participé à la croisière jaune. Bon. Dès qu'il y avait un accident, une panne, il était très heureux parce qu'il pouvait aller casser du caillou, là, alors que les autres s'arrachaient les cheveux. Bon. Et il a traversé la croisière jaune, comme il a traversé la guerre 14, avec une espèce d'exigence intérieure et d'héroïsme. Bon. Voilà. Et puis, c'est un chercheur très reconnu par ses pairs. Hein. Il y a différents fossiles à qui ses collègues ont donné le nom de Teilhardina, je ne sais pas quoi, Teilhardina, etc. Notamment, en tout cas, Teilhard a beaucoup travaillé sur les tarsiers, notamment dans les phosphatières du Quercy, à côté de Montauban, là, au-dessus. Et le tarsier est un animal intéressant parce qu'il est à l'embranchement de tout ce qui va donner les mammifères, les gibbons, et tout ça, les chimpanzés, et de l'autre côté, les lémuriens, etc. Et donc, il y a une petite bête avec de grands yeux, parce qu'il vivait la nuit. Petit, hein. Moi j'ai vu le crâne du tarsier, là, comme ça. C'est gros comme l'ongle. Hein. Ben, c'est notre ancêtre. Et Teilhard a beaucoup travaillé sur le classement des fossiles des phosphatières du Quercy. Il est reconnu aussi, donc voilà, enfin différentes choses. Hein. Oui, 21 sites explorés par Teilhard dans des formations qui vont du Carbonifère au Pliocène, etc. Enfin, voilà, un travail scientifique donc très important. Et il a découvert une nouvelle famille aussi de bestioles, 10 nouveaux genres de grands mammifères, 14 nouvelles espèces de rongeurs, espèces de mammifères, 4 nouvelles espèces, etc. Vous voyez. Puis il a beaucoup participé lorsqu'il y a eu les fouilles à Chukucheng, où on a découvert le synanthrope. On lui a demandé de venir pour dater, c'est-à-dire lui qui était géologue, à partir des différentes couches, il a pu émettre une hypothèse de datation. Voilà. Donc aussi avec à chaque fois des articles tout à fait sérieux. Voilà. Et le synanthrope, alors lui il dit, ben ça y est, on a trouvé le vieil homme au gîte, parce qu'il y avait du feu, parce qu'il y avait des outils, donc il dit, ça c'est du côté des hominidés. Voilà. Pour qui sait voir, la découverte du synanthrope en reliant plus intimement l'homme à la terre n'est rien moins qu'un trait nouveau qui vient amplifier l'importance suprême prise à nos yeux dans la nature par le phénomène humain. Donc il y a l'émergence de l'homme qui vient petit à petit. Et pour Teilhard, hein, il n'était pas du tout l'adversaire du darwinisme. Chaque fois il disait qu'il y a un embranchement qui se crée, on a une nappe de nouvelles espèces qui se crée, mais finalement il y a une sorte de feuille pédonculée, et puis hop, il y a quelque chose qui réussit et qui à nouveau va s'ouvrir et donner une multitude d'espèces, et ça monte progressivement vers de la complexification et de la conscience. Voilà, alors la vision phénoménologique, vous savez, voilà, je vais faire vite. Il y avait les deux infinis de Pascal, l'infiniment grand, l'infiniment petit, qui donnaient à l'homme des angoisses importantes. Louis pourrait nous parler plus longuement. Je connais sans doute moins Pascal que toi. L'infiniment grand de l'univers, avec ses dimensions qu'on observe avec des machines énormes. L'infiniment petit, ben, il faut des machines tout aussi grandes. Hein. Vous avez par exemple l'accélérateur de Hadron du CERN à Genève, 27 km, c'est la plus grande machine de la Terre, hein, incroyable, avec un dialogue entre l'homme et la nature qui est étonnant. Là, vous avez pour observer l'infiniment petit, voilà les appareils qu'on a créés, avec la taille de l'homme qui est ici, vous voyez. Bon, bref. Et Teilhard dit, est-ce qu'il n'y a pas un troisième infini aussi important que les deux précédents, c'est-à-dire l'infiniment complexe, sachant que la complexité se définit comment?
eh ben, se définit par le fait que dans un ensemble, chaque élément a sa place ordonnée, très précise, et qu'on ne peut pas interchanger les éléments, quoi. Chaque élément a sa sous-ensemble a sa fonction. Il y a un ordre extrêmement précis, infiniment complexe, qui s'est construit au cours des 13 milliards 7, 13 milliards 8 années depuis le Big Bang, contemporain d'Einstein, donc il connaissait la théorie du Big Bang de l'abbé de Georges Lemaître, donc il a intégré ça dans sa représentation. Ça, j'ai pris une visualisation là, dans la revue Science et Vie de vulgarisation. Bon. Mais on fait, avec le modèle standard, on fait remonter le Big Bang à 10 puissance moins 43 secondes. Voilà. Donc, on ne va pas plus loin, parce qu'à cause des problèmes de quanta, on ne peut pas aller plus loin avec ce modèle-là. Bon, et donc Teilhard dit, il systématise l'évolution de l'univers, et il dit, ben, on voit que dans l'univers, il y a un principe d'agrégation des éléments qui finissent toujours chaque niveau par s'agréger entre eux pour former le niveau suivant, et ils s'agrègent entre eux pour former le niveau suivant, et ça se construit comme ça, avec à chaque fois des propriétés particulières. Bon, vous avez les quarks qui s'unissent pour former les neutrons, les protons. C'est sûr que les protons, les neutrons n'ont pas les propriétés des quarks, ça donne quelque chose de neuf, hein, même si potentiellement il y a tout dans les quarks. Donc là, on a les différents atomes qui se créent dans les cœurs des étoiles, avec le tableau de Mendeleïev bien connu, que Mendeleïev avait classé en fonction des propriétés des corps simples, et on a trouvé que ça correspondait à des problèmes de saturation ou de non-saturation des couches externes électroniques. On a compris pourquoi ces corps avaient les mêmes propriétés. Et quand vous regardez une molécule d'eau, vous voyez que là, ces atomes-là du tableau de Mendeleïev sont faits pour s'accrocher. Fort bien, les Grecs parlaient déjà d'atomes crochus. Eh bien, avec un angle très précis, ben, l'oxygène, il lui manque 2 électrons pour saturer sa couche externe. Eh bien, on va prendre un atome d'hydrogène pour avoir un électron de plus, un deuxième atome d'hydrogène pour avoir un deuxième électron, ça fait H2O, bien connu. Et tout ça. Et avec ça, ben forcément, vous vous posez des questions métaphysiques. Teilhard n'est pas explicite là-dessus, mais on voit bien que toute sa phénoménologie est là pour nous dire, mais c'est fait pour s'assembler. C'est fait pour s'assembler. Quand on voit la nature procéder, c'est qu'elle est faite pour ça. Elle est faite pour ça. Et de fait, quand on dit c'est fait pour, l'hydrogène et l'oxygène, c'est fait pour s'assembler, on est dans l'idée d'un projet de l'univers. Hein? Voilà. Et donc, ce qui est premier pour Teilhard n'est ni la lutte pour la survie, ni le hasard, mais la capacité d'assemblage, c'est la capacité de la matière à se complexifier. Hein? C'est ça qui est premier. Et de fait, vous pouvez secouer un truc tant que vous voulez, si ça n'a pas la bonne structure, ça ne s'assemble pas. Hein? Vous mettez, je ne sais pas quoi, des cailloux dans un sac, vous pouvez secouer longtemps avant que ça vous donne une maison. Autrement dit, pour Teilhard, le hasard est un outil de tâtonnement pour que toutes les potentialités de la matière puissent peu à peu se révéler. Alors, il va mettre... c'est un peu comme un jeu de Lego, quoi. Hein, voilà. Et il a cette idée assez intéressante, c'est du coup de se dire, vous voyez, par analogie, bon, il n'avait pas le Lego à cette époque, mais moi, c'est... quel est le sens de la brique du Lego? C'est pas dans l'analyse, on va regarder comment c'est la taille des petits plots, et puis on va regarder la chimie du plastique, et puis il est plus ou moins mou, et puis on va tomber sur la molécule, je sais pas quoi, de PVC ou de POT, enfin bon, bref, non, finalement, qu'est-ce qui donne sens aux briques? Ben, c'est ce qu'on veut en faire, c'est ce qu'on veut en faire. Hein, c'est ce qu'on veut en faire, c'est-à-dire que c'est l'étape suivante, c'est comment on a construit les briques en fonction du jeu qu'on voulait faire. Un camion, une grue, enfin vous connaissez tout ça là-dedans. Eh bien, si vous regardez les atomes, les molécules, c'est assez impressionnant. Une molécule d'ADN, bon, je ne veux pas revenir là-dessus, mais il y a une capacité de stockage de l'information dans une molécule d'ADN qui est phénoménale. On le sait tous, avec les séries policières, on a tout l'ADN dans un truc où il y a rien, on voit rien, quoi. Enfin bon, bref. Dans une cellule invisible à l'œil nu, vous avez un fil d'ADN, un double fil. Si on le déploie, on déploie la pelote, et ça se déploie, eh bien, à peu près 1 mètre de long.
si vous mettez bout à bout toutes les brins d'ADN de votre organisme là, vous avez un fil qui fait un ordre de grandeur entre 600 et 1000 fois la distance Terre-Lune. Donc vous avez une capacité de stockage qui est phénoménale, sachant que c'est du complexe, c'est-à-dire que bien sûr, dans cette molécule d'ADN, chaque base, vous savez, les 4 bases, adénine, cytosine, guanine, thymine, ont leur ordre, et c'est la séquence, et ça code tout le programme génétique de votre corps et de tout ça. Bon. Et de la réplication, et de l'engendrement, et tout ce que vous voulez. Bon. Et on a, du coup, stocké, on s'est amusé, et c'est des pistes de recherche actuellement. Il y a des startups en Californie pour stocker là-dessus des informations, parce que c'est plus stable que les clés USB, que les ordinateurs, et puis ça coûte, voilà. Alors ça coûte actuellement très cher, mais on sait coder et décoder, hein, en base 3, et non pas en base 4, bon. Bref, toujours est-il Teilhard dit, ça, après, les molécules, la prévie, il appelle ça la prévie, ça s'assemble pour former les cellules. Il y a toujours un enroulement de la matière, vous voyez, qui fait quelque chose de neuf. Là, évidemment, une cellule par rapport à une molécule, ça a des propriétés franchement nouvelles, hein, c'est évident. Avec à l'intérieur une mécanique, bon bref, voilà. Et puis vous apparaissent le pluricellulaire aussi assez rapidement, 2 milliards 100, vous avez déjà des pluricellulaires qui apparaissent. Et puis toutes les méduses, le plancton et tout ça de la mer, avec tous les bestioles qu'on connaît bien, voilà, j'aime bien ça. Bon. Et puis l'homme, et l'homme pour Teilhard a une place, c'est la flèche c'est pas le centre, c'est la flèche de l'évolution. Pourquoi? Parce que dans cette montée progressive, il y a une complexification, mais aussi une montée de la conscience et de l'intelligence. Hein. Un chien est déjà plus intelligent qu'un ver de terre, enfin bon, bref. Et puis pour l'homme, eh bien, ma foi, il y a cette capacité à savoir, et non seulement à savoir, mais à savoir que l'on sait. Il y a une conscience particulière, disons, avec une complexité du cerveau qui est assez impressionnante aussi. 100 milliards de cerveaux dans votre tête, en gros, hein, toujours des ordres de grandeur. Mais chaque neurone a entre 500 et 20 000 synapses. Un boxeur en perd chaque fois quelques milliers après chaque match. Bon. Et chaque neurone est interconnecté avec les autres, hein, et avec à chaque fois des échanges synaptiques par les neurotransmetteurs. C'est phénoménal. Bon. Et donc ça, c'est bien infiniment complexe parce que on peut, il peut y avoir, on a calculé, bon c'est factoriel, je ne sais plus, 100 milliards, bon, ça veut dire qu'il y a 10 puissance 80 états cérébraux possibles à partir d'un cerveau. 10 puissance 80. C'est-à-dire le même nombre, d'après la théorie standard, qu'il y a de particules dans l'univers. Donc on est dans des ordres de grandeur tout à fait similaires, c'est bien un troisième infini. Voilà. Bon. Et donc, vous voyez, on pourrait dire pour Teilhard, on a un développement progressif, hein, qui inclut à chaque fois les niveaux précédents, et qui donne à l'homme une liberté par rapport à son environnement, mais du coup une responsabilité. Alors Teilhard avait fait une courbe de complexification de la matière. Voilà. Alors, phénomène important, Teilhard, comme pour le jeu de Lego, mais il l'applique, le généralise, il dit chaque étape prépare la suivante. Et le sens d'une étape, c'est l'étape suivante. C'est-à-dire que le sens n'est pas à chercher en arrière, mais en avant, ça c'est un peu des expressions de Teilhard, pas dans l'analyse, mais dans la synthèse. Et il a cette affirmation que tout tient par en haut finalement. Tout tient par en haut. Alors moi j'ai essayé de faire un schéma, là vous voyez, où on part des particules, puis on monte à chaque degré d'assemblage, là, degré de complexité 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, avec à chaque fois des propriétés différentes. Et c'est fait pour aller où? Eh bien c'est fait... Alors il y a un principe récurrent, dit Teilhard, c'est toujours un principe d'union. D'union entre des termes qui ne sont pas confondus, qui demeurent ce qu'ils sont. L'oxygène reste l'oxygène, l'hydrogène reste l'hydrogène, on peut les séparer par électrolyse, voilà, mais ils forment ensemble quelque chose de neuf. Et il dit, ben ça rejoint notre expérience humaine aussi, c'est-à-dire que la béatitude qu'elle apporte ne consiste-t-elle pas précisément à devenir un avec l'autre en demeurant soi.
elle conserve les différences, hein, elle les achève même, comme nous le voyons dans les corps vivants où les cellules sont d'autant plus spécialisées qu'elles appartiennent à un être plus élevé dans la série animale. Chaque âme plus différenciée, plus haute, différencie mieux les éléments qu'elle unit. Et donc, il dit l'avenir de l'homme, ben, c'est dans la même logique. C'est-à-dire que l'avenir de l'homme n'est pas un Superman, le transgénisme, c'est pas ça, peut-être corriger les défauts de la nature, ça tout à fait d'accord, Teilhard était tout à fait preneur, mais l'avenir de l'homme, c'est dans l'union des hommes, puisque le principe de l'univers, c'est toujours l'union des éléments de même nature, on pourrait dire. Hein. Et donc, l'union des hommes, c'est l'humanité, et avec forcément quelques propriétés particulières. Voilà. Et alors, son credo, je crois que l'univers est une évolution, je crois que l'évolution va vers l'esprit, je crois que l'esprit dans l'homme s'achève en personnel, je crois que le personnel suprême est le Christ universel, quand Dieu sera tout en tous, et qu'on est les membres du corps, les membres différenciés du corps du Christ ressuscité, comme dit saint Paul. Il aimait bien saint Paul. Voilà. Bon, écoutez, voilà. Donc l'alpha et l'oméga. Voilà. Donc voilà une présentation un peu, vous voyez, de différentes figures jésuites dans ce champ scientifique. Voilà. Donc, si jamais, ben, ma foi, vous avez des remarques.